Fresh Morning. La Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, la fraîche. Alors, on parle des G7 ce matin. Oui, on va revenir en fait sur le dernier G7 qui s'est Les G7, tenu. c'est les 7 pays les plus puissants du monde. Non, ce n'est pas les 7 pays les plus puissants. C'est souvent ce que les gens croient. C'est les 7 Disons pays que les c'est plus... 7 des pays les plus riches. D'accord? Les plus riches. Parce que souvent aussi, on fait on confond un pays riche et un pays industrialisé. D'accord? Un pays est riche lorsque la quantité de richesse qu'il produit permet d'assurer à l'ensemble de sa population un niveau de vie aisé. D'accord? L'Inde, c'est un pays industrialisé. Le Brésil, c'est un pays industrialisé, mais ce n'est pas un pays riche. Le Qatar, c'est un pays riche, mais ce n'est pas un pays industrialisé. Si vous prenez les Émirats arabes unis, c'est un pays riche, mais ce n'est pas un pays industrialisé. D'accord? La Russie, c'est un pays industrialisé, mais ce n'est pas un pays riche. Parce que quand on regarde les minima sociaux, vous avez par exemple la Finlande, la Norvège, les pays scandinaves. Ce sont des pays industrialisés et riches. Mais maintenant, en termes de niveau d'industrialisation, ça n'a absolument rien à voir avec, par exemple, les Donc États-Unis. la Russie n'est pas dans le G7. Non, la Russie était dans le G7 jusqu'en 2014, lorsqu'elle a décidé d'annexer une partie de l'Ukraine. Donc, cette partie de l'Ukraine-là, dans laquelle il y avait l'accès à la mer Noire. Donc, depuis l'annexion d'une partie de l'Ukraine par la Russie, le G7 avait décidé d'exclure la Russie. Ah, mais donc c'est pas sur des critères économiques. C'était plus le G7. Quand la Russie était, c'était devenu le G8. D'accord? Donc, la Chine n'est pas dans le G7. La Chine n'est pas dans le G7 pour des raisons purement idéologiques. Voilà. Donc leur postulat est faux sur la base. Voilà, ce n'est pas... Voilà pourquoi je t'ai dit, il y a des G7, ce ne sont pas politiques. les 7 pays les plus riches, non. Ce ne sont pas les 7 pays les plus industrialisés, non. Parce qu'il manque la Russie, il manque la Chine. D'accord? Voilà pourquoi je dis que le G7, c'est 7 des pays les plus industrialisés. Maintenant, et puis il faut savoir que la rencontre du G7, c'est une rencontre informelle. C'est-à-dire que les résolutions qui sont prises à l'intérieur du G7 n'ont aucun effet contraignant sur le plan de la politique internationale, sur le plan des relations internationales. Mais comme ce sont des pays qui comptent dans les relations internationales, parce que vous avez 3 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Angleterre, la France et les États-Unis. Donc ça compte et ça donne du poids. Et puis, les États-Unis, c'est un mastodonte en matière d'économie sur le plan mondial. L'Angleterre, c'est un mastodonte en matière de finances internationales. La France, c'est un mastodonte en Europe. L'Allemagne aussi, c'est un mastodonte en Europe et dans une partie du monde. Donc, évidemment, quand vous avez tous ces pays-là qui se réunissent et qui parlent des enjeux du moment, évidemment, le reste du monde écoute quand même. Mais évidemment, il faut bien savoir que maintenant, tout dépend aussi de la manière dont on écoute. La Chine et la Russie se fichent pas mal de ce qui se passe au G7. Et c'est ce qui est intéressant dans ce G7-là, celui qui s'est tenu dernièrement au Cornouailles, comme je dis, au sud-ouest de l'Angleterre, à Curtis Bay, c'est dans la région de Prince Bay. Alors, c'est intéressant, pourquoi? Parce que c'est le premier G7 depuis le début de la pandémie. Il faut savoir que le dernier G7 avait eu lieu en 2019 et il y avait eu en 2020 un G7 virtuel par visioconférence, mais il n'y avait pas eu sur le plan médiatique de grands effets. Donc c'était particulièrement... Et puis, il faut savoir également qu'au cours de ces dernières années, avec le rejet du multilatéralisme par Donald Trump, le G7 avait vraiment perdu de sa splendeur, de sa stature. Pourquoi? Parce que Donald Trump, lui, il voyait le G7 comme étant une tribune pour essayer de faire passer ses idées à lui. Il n'avait absolument rien à battre, si on peut se permettre l'expression, de ce que pensaient ses propres alliés. Donc lui, il venait surtout pour être le grand moralisateur, pour venir défendre l'America First. Et donc ça a été quelque chose qui a énormément pénalisé en termes de portée médiatique
toutes les rencontres du G7 durant la période de Donald Trump à la Maison-Blanche. Et donc, c'est la raison pour laquelle ce G7 de 2021 était particulièrement attendu. Pourquoi ? Parce que, également, Donald Trump n'est plus à la Maison-Blanche, on a un nouveau président et surtout, Joe Biden vient avec un état d'esprit qui est totalement à l'opposé de celui de Donald Trump. Lui, il vient avec le slogan « America is back », l'Amérique est de retour. Il faut entendre par là l'Amérique est de retour dans le cadre du leadership mondial, parce que Joe Biden estime que le leadership mondial est occupé naturellement, la place naturelle des États-Unis, c'est d'occuper le leadership mondial. Et donc, ce qu'il n'a pas accepté avec Donald Trump, c'est justement de refuser de prendre ses responsabilités en tant que chef de la plus grande démocratie du monde en n'occupant pas ce leadership-là. Et donc, Joe Biden vient, et il vient surtout pour essayer de, comme j'ai dit, occuper de la place, reprendre la place qu'il estime être naturellement celle des États-Unis. Comment ? Eh bien, en s'attaquant à des sujets pour lesquels, évidemment, l'Europe ou les alliés des États-Unis ont particulièrement du mal face à deux grandes puissances mondiales, à savoir la Chine d'un côté et la Russie de l'autre. Donc, dans ce premier G7, quand on regarde même le libellé des thématiques qui ont été abordées, d'abord la fourniture de vaccins dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, on a parlé également sur le plan économique d'un vaste plan mondial d'infrastructures. C'est en fait pour s'opposer à la nouvelle route de la soie de la Chine. On a parlé de cybersécurité à cause de la Russie, parce que la Russie est régulièrement attaquée pour être à l'origine d'un certain nombre d'attaques cybernétiques. Et on a également abordé des thématiques liées au climat, parce qu'évidemment, Donald Trump s'était retiré de l'accord de Paris sur le climat, et donc c'était la Chine qui avait dit qu'elle allait occuper la place libérée par les États-Unis en devenant le champion mondial de la lutte contre le climat. Donc, pour toutes ces questions-là, il fallait que, pour Joe Biden, il fallait que ce sommet-là soit le moment pour expliquer à la face du monde que désormais les États-Unis étaient de retour sur l'avant-première de la scène internationale et qu'elle entendait occuper tout l'espace qui lui est naturellement dédié en matière de leadership mondial. Et donc, c'est justement ce à quoi nous allons nous intéresser. D'abord, pour la première thématique qui concerne les vaccins, les États-Unis ont décidé les G7, pas le G7 a décidé d'offrir 1 million de vaccins supplémentaires dans le cadre de l'initiative COVAX. L'initiative COVAX est une initiative mise en place par les Nations Unies pour permettre aux pays pauvres ou aux pays à revenus intermédiaires de pouvoir bénéficier, de pouvoir accéder aux vaccins afin de également protéger leur population. Alors, c'est une initiative qui a été mise en place à partir du début de l'année 2020. C'est une initiative dans laquelle ne figure pas la Russie et ne figurait pas les États-Unis sous Donald Trump. La Chine étant dans cette initiative COVAX-là, les États-Unis ont décidé de l'intégrer. Et sur le milliard de vaccins qui seront offerts par le G7, la moitié, donc 500 millions de vaccins, seront offerts par les États-Unis. Joe Biden avait déjà même fait l'annonce avant d'arriver au Royaume-Uni. Il avait annoncé que les États-Unis avaient déjà acheté 500 millions de vaccins auprès de fournisseurs américains, donc Pfizer, BioNTech et Moderna, pour le mettre gracieusement à la disposition des pays les plus pauvres. Et puis, il faut savoir que cette initiative de fourniture de 1 milliard de vaccins, c'est fait justement pour contrer ce qu'on appelle la diplomatie vaccinale qui a été développée par la Russie et par la Chine. Quelle est cette diplomatie vaccinale-là ? Tout simplement, dans le cadre de pouvoir, si tu veux, confirmer ou bien augmenter leur influence dans le monde entier, la Russie et la Chine se servent de ce vaccin particulièrement visible. C'est particulièrement visible sur le continent africain où on l'a vu, la Chine a distribué des dizaines de millions de doses de vaccins. Même notre pays en a bénéficié dans le cadre des relations diplomatiques qu'il entretient avec la Chine. Et donc la Chine entend, à travers le vaccin, montrer que, à l'opposé des États-Unis et des pays occidentaux, dont les laboratoires détiennent les droits, notamment par l'entremise des brevets, et que ces laboratoires-là refusent de le mettre gracieusement aux pays pauvres, la Chine
a décidé d'offrir gracieusement ces vaccins-là. Mais il faut le comprendre. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis et en Europe, les entreprises qui sont détentrices des brevets sur les vaccins, ce sont des entreprises 100% privées. Or, Sinopharm, qui est l'entreprise chinoise qui a fabriqué le vaccin Sinovac qu'on a notamment ici au Gabon, est une entreprise d'État, c'est une entreprise publique. La même chose pour Sputnik V, qui a été mise en place par le laboratoire Gamaleya, c'est un laboratoire public. Et donc, ces vaccins-là ayant été mis en place grâce à des fonds publics, et donc, ils sont la propriété des États chinois et russes. Et donc, ces gouvernements-là, donc le président russe et le président Xi Jinping, en usent et abusent allègrement pour essayer d'asseoir leur influence. On l'a vu notamment, le continent africain, c'est vraiment le parfait exemple parce que la Chine y est déjà extrêmement présente à travers un certain nombre d'actions, donc des projets notamment en construction d'infrastructures. Et le volet sanitaire est un volet qui est particulièrement important puisque la pandémie de la COVID-19, le retour à la vie normale passe par l'immunisation des populations et cette immunisation des populations passe par l'accès aux vaccins. Donc la Chine et la Russie n'ont pas attendu une quelconque rencontre internationale pour mettre en place cette diplomatie vaccinale-là. Et donc ils ont pris d'avance sur les pays du G7. Et c'est la raison pour laquelle Joe Biden, conscient de cela et pour essayer de contrer cette influence russe et chinoise, a donc décidé de mettre en place, d'offrir ces 500 millions de doses. Donc les autres partenaires des États-Unis dans le cadre du G7 ont également offert 500 autres millions de doses, ce qui porte le tout à un chiffre global de 1 milliard de doses. Mais est-ce que c'est suffisant? Non, on est loin du terme parce que selon l'OMS, pour pouvoir obtenir une immunisation de au moins 60% de l'ensemble des pays pauvres ou des pays à revenus intermédiaires de la planète, ce n'est pas d'1 milliard de doses dont on a besoin, mais de 11 milliards de doses. Certains même organisations non gouvernementales parlent de 11 milliards de doses. Certaines organisations non gouvernementales parlent même de 14 milliards de doses. Donc, n'offrir que 1 milliard de doses sur ces 11 ou 14 milliards de doses qu'il faudrait, eh bien, on est absolument loin du compte, mais il faut quand même saluer l'initiative. Alors, pourquoi on est loin du compte? Parce que Joe Biden et certains gouvernements occidentaux sont encore en discussion avec les firmes pharmaceutiques pour essayer de voir dans quelle mesure est-ce qu'ils pourraient libérer les droits liés au vaccin et permettre ainsi aux pays du Sud de pouvoir fabriquer eux-mêmes leurs propres vaccins. Mais même si on le dit, pour fabriquer du vaccin, il faut des infrastructures, il faut des usines spécialisées. Or, dans les pays du Sud, il n'y en a pas beaucoup. Le seul pays qui ne soit pas un pays riche, mais qui ait une capacité véritablement optimale en matière de fabrication de vaccins, c'est par exemple l'Inde. Un pays par exemple sur le continent africain, ou à mon avis, certains pays sur le continent africain qui pourraient rapidement mettre en place ces usines de fabrication de vaccins. Je vois d'abord l'Afrique du Sud, je vois le Nigeria, je vois dans une autre mesure le Maroc ou la Tunisie, qui sont des pays, tous ces pays-là sont des pays dont le niveau de structure sanitaire est quand même, en termes de technologie, est quand même assez avancé par rapport à l'ensemble du continent. Et donc, dans ces pays-là, effectivement, on peut déjà voir dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait leur permettre, à travers des mécanismes tels que l'initiative COVAX, mais dédiés à la fabrication de vaccins, comment est-ce qu'on pourrait mettre en place ce genre de projet-là? Mais cela passe par l'acceptation par les pays qui sont détenteurs des droits sur les vaccins d'accepter de libérer ces droits-là. Or, les vaccins rapportent énormément d'argent à ces firmes pharmaceutiques. Pourquoi? Parce qu'elles négocient directement avec les gouvernants, avec les États, sur le prix de chaque vaccin. Et les prix négociés sont tenus secrets parce qu'il y a des clauses de confidentialité qui sont dans ces contrats-là. Et ce qui fait qu'il est particulièrement difficile aujourd'hui de savoir à combien est vendu un vaccin dans tel ou tel pays. Mais bref, c'est là, en réalité, si tu veux, la situation globale des vaccins. Et donc, pour les États-Unis et le G7, il s'agit en fait de
vouloir contrer la question de la diplomatie vaccinale qui a été déployée par la Russie et la Chine. Et puis, maintenant, ils se sont également appesantis sur les questions liées au changement climatique. Il faut savoir que depuis le retrait des États-Unis de la COP26, c'était à Paris, la Chine avait décidé de prendre le devant en termes de leadership, mais étant donné qu'elle n'a pas véritablement donné l'exemple en matière de décisions ambitieuses, puisque la Chine, par exemple, reste le plus gros producteur et consommateur de charbon dans le monde. Or, le charbon est un gros producteur de gaz à effet de serre, donc le gaz carbonique. Et donc ça fait que, évidemment, la Chine, pour des raisons économiques, pour des raisons de coût, parce que la production d'énergie avec le charbon, c'est naturellement bon marché, en attendant la mise en place, la mise en œuvre d'un certain nombre des dizaines de centrales nucléaires sont actuellement construites en Chine, et la plupart d'entre elles ne seront fonctionnelles qu'à partir de 2022, voire 2023. Et donc, en attendant, la Chine, pour faire face à sa très forte demande en matière d'énergie, est obligée d'utiliser les énergies fossiles, et le charbon est l'énergie la plus importante qu'elle utilise. Donc, à ce titre, elle ne semble pas véritablement donner l'exemple. Et donc, les États-Unis veulent en profiter avec les pays occidentaux en essayant de donner des promesses, notamment en promettant que d'ici 2023-2024, ils vont essayer de faire baisser le seuil de production de gaz à effet de serre en dessous de 1,5 degré Celsius, parce qu'ils estiment qu'au-delà de ce seuil d'1,5 degré Celsius, les scientifiques disent que c'est au-delà de ce seuil-là, ça risque d'être dangereux pour la planète. Et donc, ils veulent montrer que aussi, ils écoutent les scientifiques, qui ne sont pas des climato-sceptiques, à l'opposé de ceux qui étaient Donald Trump. Donc, ils écoutent les scientifiques et ils ont donc l'intention de mettre en place des mécanismes qui visent à baisser le niveau d'émissions de gaz à effet de serre pour maintenir l'élévation de la température en dessous de 1,5 degré. Mais, évidemment, les ONG estiment que l'annonce faite par les membres du G7 n'est pas assez explicite, parce qu'ils ne disent pas comment est-ce qu'ils vont faire pour baisser cette quantité de gaz à effet de serre, quelles sont les industries qui seront touchées, quels seront les moyens qui seront mis en œuvre et quels est, sur le plan pratique, les objectifs chiffrés. Ils ne donnent pas d'objectifs chiffrés, ils donnent seulement de grands chiffres globaux, et donc pour certains, ils estiment que en fait, les annonces faites par le G7, ce sont de vieilles recettes qu'ils ont réchauffées et qui viennent balancer aux yeux de la communauté internationale pour donner un semblant de reprise de volonté de lutte contre le climat. Surtout que pour l'Angleterre, cette question climatique est importante, parce qu'au mois de novembre prochain, ils vont accueillir la prochaine COP. Et donc, pour l'Angleterre, il s'agit de préparer en quelque sorte une grande COP à l'identique de celle qui s'était passée à Paris pour la COP 2026. Et donc, pour eux, il était particulièrement important que le G7 fasse une annonce concernant évidemment les questions climatiques. Et puis, pour la mise en œuvre d'un grand plan de financement d'infrastructures pour l'ensemble des pays pauvres et les pays à revenus intermédiaires, c'est la proposition qui a été faite par Joe Biden pour la mise en œuvre de cette espèce de New Deal, à l'identique de celle que il y avait eu après la Seconde Guerre mondiale, proposée par les Américains pour aider les Européens à se reconstruire. Et donc, pour Joe Biden, il s'agit exactement de faire un New Deal, mais cette fois-ci avec les pays pauvres. Mais on n'a pas encore dit comment est-ce que ce New Deal-là sera fait, quelle somme sera mise en jeu, quels sont les pays qui seront concernés par ce New Deal et quel type d'infrastructure et qu'est-ce que les Américains vont demander en échange à ces pays-là, parce qu'il est clair que ce sera du donnant-donnant. Or, ce projet qui aussi reste encore assez flou dans son contenu, on voit bien qu'il est là pour contrer la nouvelle route de la soie, qui est une initiative mise en place par la Chine depuis près d'une dizaine d'années, qui vise à créer des canaux d'échange économique directement avec la Chine, en passant directement soit par l'Asie, en passant par la Méditerranée pour arriver jusqu'en Europe, ou en descendant, en venant sur le continent africain. Et donc, c'est un projet ambitieux de routes sur le plan, soit des routes terrestres, soit des routes maritimes, soit des routes ferroviaires, soit des routes aériennes, pour réunir, si tu veux lier
l'ensemble des pays du monde directement avec la Chine. Et donc ça, c'est un projet qui tient à cœur à Xi Jinping et il se bat depuis des années diplomatiquement pour faire adhérer les pays à ce projet-là, parce qu'il estime que c'est par ce nouveau canal-là que les pays pourront, d'une part, avoir des échanges économiques qui soient véritablement plus intéressant en termes de retombées avec la Chine plutôt qu'avec les pays occidentaux. Et surtout, ils veulent se poser comme une véritable alternative à l'économie américaine, cette économie qui reste encore la première de la planète. Et puis, le dernier point sur lequel je vais parler, c'est celui des droits de l'homme et de la cybersécurité. Alors, le G7 a fait une toute petite annonce concernant les droits de l'homme. Ils ont demandé à la Chine, évidemment, de respecter les droits de l'homme dans la province du Ouïghour et dans la province du Sichuan, avec ce qui concerne les Ouïghours, et puis de respecter les droits de l'homme, notamment aussi à Hong Kong. Et puis, ils ont demandé à la Russie de cesser ses attaques cybernétiques et évidemment de respecter les droits de l'homme, surtout en ce qui concerne le cas de l'opposant Nicolas Navalny. Voilà. Donc, voici grosso modo ce qui a été dans ce G7, mais il faut que les auditeurs retiennent qu'en réalité, c'est un G7 dans lequel les Américains disent qu'ils reviennent occuper le leadership international, et les Américains, évidemment, ont désigné deux ennemis bien clairs, la Chine et la Russie. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur le G7 ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. Restez connectés, on se retrouve dans quelques minutes, le temps pour nous de faire une pause en musique. Stop Fresh Morning.